Salut Céline, je te reçois cette fois sur ma chaîne YouTube pour parler de toi, de ta vie, de recrutement, de plein de choses. Donc comme à chaque fois c'est un entretien très libre et l'idée c'est de bien connaître la réalité des personnes dans leur quotidien. Donc déjà, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet du recrutement ou même de ton histoire, hein, déjà, toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu débuté dans le monde de l'informatique? Donc je t'écoute. Hello Charlet. Alors, pour répondre à ta question, j'ai commencé, en fait, j'ai toujours suivi au final. Mon père était dans l'électronique et dans les télécoms ensuite, et du coup, en fait, ça m'a toujours attirée. Donc, je me suis lancée dans ces domaines-là. J'ai commencé par des études avec le bac, notamment d'électronique à l'époque. Derrière, j'ai enchaîné, je suis partie en école d'ingénieur, en électronique, puis en informatique, et au final, j'ai commencé à bosser dans l'informatique, dès le début, et j'ai toujours baigné dans la technique, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu des examens où j'ai démonté des boîtes de vitesse, j'ai usiné des pièces, sur des tours automatiques, des choses comme ça, donc j'ai toujours été dedans plus ou moins, et c'est un truc qui m'a toujours fait plaisir. Et depuis que je me suis lancée dans le monde pro, je continue à évoluer là-dedans. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait de la QA, de l'admin, système et compagnie. J'ai fait du dev aussi, beaucoup de dev, majoritairement du dev en fait. Donc voilà, maintenant je suis clairement dans du dev depuis quelques années, mais ça m'a toujours fait triper ces sujets-là. Et le monde de l'électronique, il t'a toujours un petit peu, il a toujours été un peu à côté de ce que tu fais encore aujourd'hui ou c'est vraiment du passé pour toi? C'est alors c'est pas complètement du passé, c'est un domaine qui m'intéresse. Je l'ai pas encore relié professionnellement avec le reste. D'accord. Il y a eu un moment, j'ai eu, une occasion, une mission qui a relié les 2, mais ça a été extrêmement ponctuel, mais ça, voilà, j'ai jamais vraiment réussi à lier tout ça. D'accord et ça t'a aidé vraiment le sujet de l'électronique, au développement? Il y a un lien quand même, tu vois des ponts entre les 2. C'est quelque chose que j entre guillemets, je sans être, péjorative, mais qu'on entend peut-être un petit peu plus sur des profils très seniors. Mais du coup, toi pour les personnes qui débuteraient aujourd'hui, c'est tout bête, mais tu y vois quand même des ponts? Tu te dis qu'il y a peut-être matière à trouver des liens entre les 2 ou c'est plus trop d'actualité pour le coup? Je sais pas si c'est plus trop d'actualité. Dans mon cas, ça m'a permis en fait de partir d'un très bas niveau, avec les processeurs et compagnie. J'ai Mon premier langage que j'ai appris, c'est de l'assembleur. D'accord. Du coup, vraiment, je suis partie du bas et j'ai empilé des connaissances par-dessus. Donc moi, ça m'a été utile parce que je comprends les principes depuis les couches basses. Maintenant, je sais pas si pour quelqu'un qui débute, c'est absolument nécessaire. D'accord. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Super et donc alors explique-moi aujourd'hui dans les grandes lignes ce que tu fais, ou qu'est-ce que voilà, quel est ton quotidien? Raconte-moi tout. Alors actuellement, je travaille donc chez Shine. Chez Shine, je suis lead développeuse d'une équipe spécialisée dans, le back office. Donc je travaille sur des outils, dédiés à l'équipe support Shine. Heu et à côté de ça, je suis sur des sujets assez transverses dans la société, des sujets d'architecture en fait, qui sont en commun au travers des différentes équipes, et dont voilà, je participe un peu à ça. Heu, voilà, je sais pas si Ouais, non, ça bien te sûr, il y a une convient ou? dimension managériale dans le lead, Oui. dans le côté lead, Alors il y a une dimension plutôt mentor, d'accord. tel que Shine le conçoit, parce que le job de lead n'est pas pareil partout. Mmh. Chez Shine en tout cas, c'est clairement plus un accompagnement et un mentorat des autres, de l'aide en fait, aux autres. Heu, Mon rôle, ça va être d'accompagner. On a 2 reconvertis dans l'équipe, par exemple. Ça va être de les aider alors on est 2 leads, du coup, mais on va pouvoir aider toutes ces personnes-là, les accompagner, les décoincer, essayer de fluidifier un peu les choses et de OK. de pousser tout le monde en compétences et en progression, en fait.
Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne est un bon ou une bonne, lead dev, en fait? Qu'est-ce qui va faire la différence entre un bon mentoring et un mauvais? Est-ce que tu saurais dire, L'écoute. quitte à donner des conseils même aux personnes, en fait, qui savent pas faire, par exemple, ou, Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire le critère le plus important, c'est l'écoute. Savoir écouter les autres, en fait et chercher à comprendre, ce qui peut-être les bloque, les gêne et d'essayer d'aider dans cette direction-là, en fait. Quelqu'un et qui va avoir des difficultés, par exemple, humaines avec d'autres gens, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est coincé de cette manière-là, essayer de l'accompagner pour, décoincer un petit peu la situation. Si c'est des raisons, disons, techniques, essayer de comprendre peut-être les points qui lui manquent et essayer de le former, de l'accompagner aussi dans cette direction. Donc c'est vraiment clairement plus, écouter et se mettre à la place de l'autre. et ça prend quelle proportion de ton temps, ça, mine de rien? Ça doit être assez ouais, Ah j'imagine. ouais, ouais. Alors, on regardait récemment. Je pense que dans mon temps actuellement, je suis plus ou moins de l'ordre d'idée de 30 de temps de développement. Le reste, c'est des sujets, de mentoring et transverse. Et tu as été un peu formée à être, dans cette posture de bonne écoute, ou c'est assez naturel et on t'a recruté pour ça, en fait? Alors ça fait très longtemps, que j'ai cette posture d'écoute. C'est un truc, enfin je suis toujours à l'écoute des autres, même en dehors du travail. Après en effet, j'ai pu profiter un jour d'une formation de management, qui clairement, alors a confirmé des choses, en a, infirmé d'autres, mais globalement ça a renforcé un peu ce que je savais déjà et ça m'a donné surtout des outils pour le faire correctement. Et tu as appris quoi, justement? Est-ce que tu saurais creuser un petit peu ce Mmh. point-là, des choses que je sais pas, même des évidences peut-être qui sont plus des évidences aujourd'hui, des qu'est-ce que, on va dire, Par sur exemple, on a mis un outil de, un alors je ne connais plus le nom, je l'ai oublié. C'est une sorte de fiche de suivi des compétences d'accord, de l'autre. C'est d'essayer d'établir en fait, une fiche avec les différentes compétences qu'on pourrait attendre, par exemple, d'un développeur dans notre équipe. Dire: «Eh bah, tu as besoin de connaître ça, 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 de savoir faire ça. On te donne une nouvelle feature, qu'est-ce qu'il faut que tu en fasses?» Et donc lister un peu tout ce qui est nécessaire, au poste. À partir de là, bah, obtenir une mesure en fait, que la personne s'auto-évalue par exemple. d'accord, À l'inverse, moi j'ai tendance à aussi évaluer en mode caché, chacun en caché pour pas savoir ce que l'autre fait et puis ensuite de comparer et après on revient dessus quelques mois plus tard, genre 6 mois plus tard, on voit si on a évolué et d'accord. l'intérêt de cette fiche, c'est surtout de pointer assez rapidement ce qui pourrait manquer à la personne. Alors, moi, je l'ai surtout appliqué dans le cas de reconvertis et l'intérêt secondaire de cette fiche, c'est qu'en général, les reconvertis ont un syndrome de l'imposteur assez redoutable sur certains points. Ils sont convaincus de ne pas savoir et l'avantage de la fiche, c'est de leur montrer, bah, qu'en fait alors il y a des trucs qu'ils ne savent pas, en effet, c'est confirmé. Il y en a d'autres, eh bien moi, de mon point de vue, je trouve que ce qu'ils savent faire, c'est déjà largement suffisant. D'accord. Donc ça, en fait, ça met du factuel Oui, dans le précisément. fantasme, en fait, quoi. Le Oui, fantasme de peut-être pas bon, moins bon, un peu des a priori qu'on peut avoir sur soi-même, ça marque une réalité, en fait, si je oui, comprends bien, quoi. D'accord. exactement. Ça permet d'avoir, une mesure de départ, en fait. Mmh. Si on reste dans le monde scientifique, c'est un point de départ et on va pouvoir comparer dans les mois, les années à venir, une évolution de la personne. Et toi, tu t'es mis c'est le comment? C'est le sujet qui, de base, disait 6 mois ou c'est toi qui t'es dit: «C'est vraiment au bout de 6 mois qu'on peut voir, des évolutions» ou? Moi, j'ai tenté, D'accord, OK. ouais. J'ai tenté et en effet, alors je sentais que la personne était en train d'évoluer et je sentais qu'il ne s'en rendait pas compte. Donc j'ai voulu lui montrer qu'il évoluait et qu'il apprenait des choses. D'accord. Donc je l'ai mis dans la situation où on a réévalué ses compétences. OK, je vois. Et qu'est-ce que tu vois en termes de différence justement? Nous, on en parle beaucoup en ce moment, reconvertis, sortis d'école, il y a un peu ce que j'appelle, des fois des termes pas toujours agréables, respectueux vis-à-vis de cette population que d'ailleurs,
j'aime pas dire ça non plus parce que je trouve qu'on les regroupe d'ailleurs trop dans une population. Il y a une diversité énorme au sein même de la diversité, on va dire. Mais voilà, est-ce que quand même il y a des tendances que tu arrives à dégager ou pas? J'ai peut-être pas rencontré assez de cas, D'accord, donc ce que je vais te dire est certainement biaisé. De ce que j'ai remarqué, des gens qui sortent d'écoles, clairement de développement, où tu apprends, à développer, hem, ils ont une connaissance de notions communes, on va dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une architecture, avec un serveur, un client? Qu'est-ce que c'est une API REST? Qu'est-ce que c'est? Plein de, plein de notions avec des mots précis, parce qu'ils ont appris le mot à l'école. Les reconvertis, ceux que j'ai croisés sont plus dans l'auto-formation sur certains points, en plus de ce qu'ils ont appris dans leur, bootcamp et autres, et du coup, des fois, il leur manque le mot. Ils savent des notions et ils d'accord. savent pas les nommer. Parfois, il leur manque aussi des bases. Donc la nuance, elle est plus au niveau de la formation. La formation scolaire, type ingénieur, par exemple, elle passe vraiment par toutes les étapes. La personne ne sera pas forcément développée professionnellement en sortant, mais par contre, je trouve qu'elle aura des bases sur lesquelles on peut construire peut-être plus rapidement. Et c'est quoi ces fameuses bases qui te semblent indispensables et qui manquent? Ça va être alors, c'est des notions clairement plus, d'architecture, de peut-être de l'UML, basiquement aussi. Savoir dessiner des boîtes, il y a des choses comme ça qu'on apprend sans s'en rendre compte en école, et c'est peut-être un petit peu ce qui va manquer à quelqu'un qui se reconvertit. Hem, Pareil, en école, on va apprendre plusieurs langages, donc on va pouvoir faire des parallèles entre les notions. Les bootcamps sont en général trop courts pour permettre ça. Donc la personne doit l'apprendre ensuite toute seule après. Elle va pas être accompagnée pour faire ces parallèles, elle va devoir les faire toute seule. Donc je pense que les reconvertis, doivent dépenser une énergie personnellement très supérieure pour arriver au même niveau. Parce que c'est leur énergie à eux-mêmes et ils ne sont pas accompagnés, en fait, ou moins longtemps en tout cas. En école, on c'est un petit peu le comment dire? J'ai plus l'expression, mais on nous nourrit un petit peu comme l'oiseau dans le nid où on est juste à attendre et la nourriture tombe, quoi. Et la nuance, elle est beaucoup là. Par contre, les reconvertis ont un avantage. Je trouve que n'ont pas les ingénieurs sortis d'école, c'est qu'ils ont un passé, en fait, et ils arrivent avec des connaissances sur d'autres sujets et d'autres méthodes, d'autres trucs. Donc ils apportent, justement, tu disais une diversité, mais ils apportent une diversité et une compétence autre. Par exemple, hier, j'ai discuté avec une reconvertie qui était, prof de maths avant. Et cette personne, en fait, elle a appris des choses en tant que prof de maths. Elle a appris à gérer, la panique des autres, le stress, l'agitation, gérer des une pédagogie, par exemple, ce genre de choses. Elle a acquis ces choses dans son métier précédent. Elle peut les importer très facilement dans le développement, enfin, très facilement, à condition qu'on la laisse faire, Mmh. bien entendu. Parce que la nuance, elle est peut-être là, mais clairement, elle a des notions à apporter dans son métier de développeuse ensuite. Par contre, en effet, je ne sais pas à quel point on écoute les reconvertis. Ça, tu le ressens justement en discutant avec d'autres personnes comme toi qui sont mentors, ou même en discutant en interne, qu'il y a un peu ce syndrome, il est aussi alimenté par l'absence de légitimité qu'on donne, à ces personnes au quotidien, un petit peu comme on dit, les femmes ont tendance à avoir un plus gros syndrome de l'imposteur parce que, naturellement, elles doivent prouver plus que les autres, quoi. Tu vois, il y a un petit côté un peu comme ça aussi qui existe chez les personnes en reconversion, j'imagine? Tout à fait. Clairement, il y a clairement un parallèle. Alors les femmes reconverties, c'est le bingo complet, Ouais, c'est ça, mmh. mais en effet, les reconvertis débarquent en étant persuadés qu'ils ne savent rien, pour la plupart, et très rapidement, ils vont rencontrer des gens qui savent beaucoup de choses. Pas forcément les bonnes choses, mais qui savent beaucoup de choses, et c'est là
où ils vont devoir réussir à se faire une idée par eux-mêmes de ce qu'ils doivent apprendre, de leurs compétences et de leur capacité à réutiliser tout ça, en fait. Et aussi il y a le risque, que ces reconvertis se retrouvent un peu en situation où ils s'entendent de dire, «Ah mais tu apprends pas assez vite. On devrait prendre, justement un sorti d'école, d'ingénieur parce que lui, il va apprendre plus vite». Et clairement s'entendre dire ça au quotidien, ça fait baisser Estime. l'estime de soi, ouais, exactement. Et je pense que justement les personnes en sortie de reconversion ont une estime de soi qui est flottante, en fait. Et à l'inverse, alors moi j'ai été en école d'ingénieur, on m'a formée, on m'a dit: «Tu seras chef de projet, tu seras responsable, tu seras compétente». Et ce qui fait que quand tu sors d'école d'ingénieur et bah, tu en es potentiellement extrêmement convaincu, hein. Tu es convaincu de ta compétence. C'est peut-être même un risque en opposé. J'ai fait opposé, ouais. Voilà, donc c'est vraiment 2 extrêmes et du coup, quand ces 2 mondes se rencontrent, ça fait des étincelles, j'ai l'impression. Et potentiellement, ces étincelles sont, au risque des personnes en reconversion. Moi, j'ai entendu récemment une personne, ça m'a fait d'ailleurs beaucoup de peine en fait, cette impression de sentir que, un peu comme beaucoup de personnes fragilisées sur le marché du travail, avec des enfants, famille monoparentale, situation de précarité, qu'ils ont pas le marché pour eux en fait. Et donc à partir de là, ils sont dans des situations où, ils doivent accepter une forme d'exploitation, une forme de pression, une forme d'irrespect aussi dans les mots, plus que les autres parce qu'en fait, ils se disent: «Si là je commence à ouvrir ma bouche et à dire: "Stop, j'en peux plus, arrêtez" ou changeons les méthodes de travail, de communication», ils ont peur de se mettre d'être mis dehors en fait. Oui et en effet, moi je les comprends parce que, on se retrouve enfin, je pense qu'ils vont se retrouver dans une situation à risque. Ils ont tout remis en cause. Ils ont perdu une stabilité professionnelle, potentiellement pour certains, certains et certaines et clairement, c'est une situation à risque et se mettre en zone d'inconfort, ça reste difficile et si on a si on n'est pas aidé à côté, cette situation d'inconfort peut être extrêmement violente, en fait et clairement, c'est pour ça qu'il faut accompagner nettement plus les personnes en reconversion parce qu'ils ont besoin d'être remis en situation de confort, en fait. C'est, on peut pas gérer 2 difficultés en même temps. Enfin, difficulté, c'est un mot qui ne représente pas la situation, mais on ne peut pas gérer 2 situations d'inconfort en parallèle. On, pour arriver à s'en sortir sur un point, il faut être en confort autour, en fait. Ouais, je vois. En tout cas, moi, j'en suis intimement persuadée, ça m'est arrivé personnellement. Changer trop de choses dans sa vie en même temps, c'est extrêmement difficile et du coup, il vaut mieux changer les choses une par une, parce qu'on y arrivera mieux, en fait et une personne en reconversion vient de changer énormément de choses autour d'elle. Donc il faut essayer de stabiliser le reste et là, je comprends que ça soit très dur mentalement dans ce Mmh. genre de cas. Et tu fais des parallèles, toi, avec tes débuts dans le monde professionnel en informatique? Est-ce que, tu vois des points, ressemblants et si tu y vois des points, bien sûr, comment toi tu as sorti ton épingle du jeu, dans ce contexte? Des points ressemblants potentiellement, peut-être pas forcément au même niveau, parce que j'avais quand même une sécurité derrière moi en comparaison. J'avais mon diplôme, ça me permettait de rebondir même si c'était difficile au début. Je me rappelle être sortie, d'avoir accepté un salaire qui était pas forcément très élevé, parce que déjà je ne savais absolument pas négocier. J'avais l'impression de demander beaucoup trop, alors qu'en fait, après discussion avec les autres, non. Donc voilà, ça a été un premier point. Je pense que alors moi personnellement, j'ai jamais été quelqu'un qui se met fortement en avant et donc dans toutes ces situations un peu spéciales, c'est toujours moi qui me suis mise en recul et où j'ai accepté une situation potentiellement. Donc il y a peut-être des parallèles qui sont à faire.
Je sais pas à quel point ça concerne tout le monde. Moi, oui, en tout cas. J'ai eu des situations où je sais qu'on a essayé de profiter de moi. Des fois, je l'ai vu, des fois beaucoup plus tard. Pour donner un exemple, un point que j'ai retenu, ne jamais transmettre un CV au format doc. Ça, c'est un truc que j'ai appris très tôt. Mes premiers entretiens, j'ai réalisé qu'il fallait envoyer un CV au format PDF. Ah ouais? Parce qu'en Pourquoi? fait, bah, certains commerciaux les modifient. Ça a été choquant. J'ai découvert que j'avais des nouvelles compétences ce jour-là. Je pense que le commercial l'a regretté parce que moi, je suis très premier degré et donc je Mettre l'ai un nouveau dit pour filtre rendre compte. Insta, sur la photo. Ah bah tiens, allez hop, on va changer aussi, Ah oui, c'était, fabuleux. j'avais gagné, je sais plus, 1 ou 2 ans d'expérience sur un sujet alors que c'était je sortais d'école, en fait. Et ce qui fait que j'ai ouvert le CV, je l'ai regardé et il y a un moment, j'ai fait: «Mais c'est pas mon CV». On change ton histoire, quoi, c'est Ouais, on m'a changé mon histoire et je pense que le commercial, enfin, je l'ai vu rougir instantanément juste à côté de moi. Le client l'a regardé d'un air, méchant et ça a réglé la discussion, extrêmement vite, quoi. Mais du vraiment coup, l'histoire voilà. mais attends, c'est fabuleux. Ouais. Donc voilà, le CV au format PDF. C'est ma règle personnelle, tant pis pour les autres, mais moi, il sera toujours au format PDF. Ouais, mais tu étais déjà dans l'entreprise en tout cas, si je comprends bien, c'était ça? Oui, je venais de signer un CDI dans une SS2I D'accord. extrêmement connue, une des très grosses françaises à l'époque, Mmh mh. et du coup, on me recherchait des missions. D'accord. Et Voilà. qu'est-ce que tu as apprécié toi en matière de management, reçu justement quand tu démarrais au tout début et voilà pareil, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, pour les personnes qui débutent, dans le job, comment bien choisir quoi, entre guillemets, pas non pas la bonne entreprise, mais le bon manager, quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que tu as ouais des petits conseils sur ça par exemple? Alors, il m'a fallu très longtemps avant de tomber sur un bon manager. Je pense que j'ai dû, je suis en train de faire des calculs dans ma tête là. J'ai dû travailler 5 ans, je pense, avant de tomber sur quelqu'un que je considérais comme un bon manager. Cette personne, c'est quelqu'un qui m'a donné sa confiance, en fait et du coup, en fait, moi, j'ai un historique, de travail qui est à plusieurs tournants. D'ailleurs, tu l'as entendu tout à l'heure quand je me suis présentée, j'ai fait de la QA, ensuite j'ai fait de l'admin système et ensuite j'ai fait du développement. Et à chaque fois, c'était un tournant important, en fait. Ça changeait énormément de choses dans ma manière de travailler, dans ce que je savais, dans tout ça. Et en fait, le moment où je suis rentrée dans le monde du développement, j'arrivais en tant que développeuse junior. J'avais déjà 5 ans d'expérience depuis ma sortie d'école. Et là, ça a été un moment un peu complexe puisqu'il a fallu j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a permis de me lancer et cette personne, j'ai pu avoir suffisamment confiance en échange en elle, parce qu'il m'a dit: «OK, on te prend un salaire qui est à peu près équivalent à celui que tu as actuellement. Par contre, on va t'augmenter très vite». Ça, c'est quelque chose dont il faut potentiellement se méfier, parce que l'assurance que l'augmentation va arriver très vite derrière n'est pas forcément vraie. Moi, j'ai eu la chance que ça soit vrai. Donc c'était vraiment quelqu'un qui m'a donné sa confiance et qui était honnête et qui se tenait à ses promesses, en fait. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui résident là-dessus. Personnellement, j'essaye de ne m'engager que sur des choses vraies que je sais pouvoir tenir. Et si je vois que ça commence à devenir compliqué, je vais d'abord tout faire pour essayer de tenir ma promesse et sinon essayer de l'expliquer à l'autre pourquoi je ne peux pas. Et ça ne sera pas juste parce que j'ai pas eu le temps. Ça, c'est un truc que je trouve inacceptable. Le temps, je le prendrai. Mmh. C'est plein de choses comme ça, en fait. C'est clairement, heu, j'essaye d'être honnête, de, de ah, Tu m'entends tu plus? m'entends toujours? Ouais, moi je t'entends. OK. J'essaye d'être honnête et de faire comment dire? Des promesses que je vais respecter. Mmh. Je ne m'engagerai jamais sur un truc Et tu inatteignable. argumentes comment quand tu peux pas? Si c'est pas le temps, c'est, les moyens, c'est, tu donnes comment, pour que ça soit entendable en fait, hein? Parce qu'aujourd'hui ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que c'est presque un sujet majeur
dans un contexte de recrutement où les levées de fonds ont chuté grandement dans le monde de la start-up. Donc, il y a un petit peu ce sentiment, j'ai l'impression, de faire en sorte qu'on ne soit plus dans ce que, comme dirait Estelle, la surcharge featurale, mais pour le peu de features qu'il y a, ou du moins avec les moyens que l'on a, avec l'équipe que l'on a aussi, de faire des features rentables très vite. Et j'ai l'impression que la question du temps, du delivery, etc., c'est en ce moment encore plus pesant qu'avant. L'argent magique n'existe plus, donc il faut qu'il soit bien alloué. Et comment, en fait, tu arrives justement, c'est intéressant ta remarque, à mettre sur la table le fait que tu ne peux pas autrement qu'en disant je n'ai pas le temps. Tu donnes quoi comme argument? Comment ça se passe? Tu discutes avec qui? Avec ton manager direct? Avec des personnes plus au-dessus? Comment tu amènes le sujet sur la table en fait? Je vais essayer de le faire remonter autant que D'accord. possible. Si à mon niveau ce n'est pas atteignable, Mhm. je vais aller chercher plus haut. D'accord. Mais en effet, c'est extrêmement difficile d'expliquer à quelqu'un pourquoi on n'a pas réussi à tenir une promesse. Mm. Et malheureusement, il y a des cas où on ne pourra pas. Il y a des, je sais pas, par exemple, on peut aller dire je vais aller chercher une augmentation. Mm. Et des fois, on ne peut pas les obtenir en fait. Par contre, il faut le dire pourquoi. Et que ça ne repose pas sur de la discrimination basique en fait, tout simplement. Je vois. Que ça ait une vraie raison, que ça soit factuel en fait. Moi, j'aime beaucoup les faits. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et quelle question de recruteur, hors sujet, hein, mais que tu détestes absolument dans les entretiens, dans, je sais pas, même les commerciaux, hein, ça peut être plein de. Le monde du recrutement, quoi. Quelle question, on va dire, t'agace le plus? Alors, une question en particulier, je dirais. Alors, bien sûr, on m'a demandé à une époque si je comptais avoir des enfants. Normal, je suis une femme, j'avais pas encore d'enfants. On l'a faite celle-là aussi. Voilà, celle-là, Ouais, elle est un habituelle. classique. Elle est très classique. Pareil, alors c'était pas une question, c'était plus une remarque. Un jour, quelqu'un m'a dit, «Alors tu as un enfant, par contre, il va falloir que tu comprennes que chez nous, ta priorité doit être le travail». Mmh, C'était il bah y a non. combien de temps ça? C'était il y a longtemps? Ouais. Oh, il était petit, oui, c'était il y a peut-être, 8 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc ouais, c'était, bah non, désolée. Ma priorité, c'est là où je la mets, mais Non, mais ils sont fabuleux ces gens, purée. voilà, c'est ce genre de choses. Mais là, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu ce genre de remarques. Les gens n'osent plus. Ouais, c'est ça. En fait, tu as peut-être raison en disant ça, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils le pensent moins, Oui, mais ils ont conscience qu'en gros: «Ah ça, je vais pas le dire, sinon je vais me faire rattraper par la brigade», quoi. Il y a un petit côté un mmh, peu, et ça change, les mentalités changent pas, mais la peur de se faire, taper sur les doigts, entre ouais. guillemets, voilà, «taper sur les doigts» est plus forte, quoi. Oui, exactement. Il y a moins de confort. Et du coup, clairement, maintenant, j'ai aussi appris à exprimer Mmh. ce dont j'ai besoin, et ma manière de faire. Par exemple, je vais dire très rapidement en entretien, il faut pas attendre de moi que je développe rapidement. Ma manière de faire, c'est de récolter ce que j'appelle de la donnée, de l'information, Mmh. de la traiter et ensuite d'en prendre des décisions et d'agir. Si j'ai pas ces informations en entrée, mes décisions seront fausses, j'agirai dans la mauvaise direction. Donc je ne ferai pas ça. Donc je ne suis pas une développeuse rapide, je suis une développeuse qui prend son temps, Qui qui prend soin, réfléchit, quoi. qui Mmh. analyse et Mmh. ensuite qui agit. Et ça, ça fait partie des trucs que je pose très rapidement en entretien parce que c'est pas toujours vrai pour tout le monde. C'est ma manière de faire, il faut qu'elle soit acceptée, si elle est pas acceptée, ça sert à rien. Et tu le sens en face que des fois, il y a des personnes qui n'acceptent pas? Oh oui. Oh oui, oui, oui. D'accord. Ouais, oui, tout à fait, ça Et m'est c'était arrivé, ouais. c'était genre des remarques en disant: «Bah non, nous, il faut pisser du code», en fait? C'était clairement dit comme ça ou c'était Alors pas directement en entretien, mais je l'ai senti ensuite au quotidien ah, où, en fait, alors c'est des informations qui ont tourné un peu dans mon dos. C'est-à-dire qu'en discutant avec un autre collègue, il m'a dit: «Ah oui, machin et machin, ils ont parlé de toi, et ils ont dit: «Bah, cette feature-là, il faut pas que ce soit toi qui la traites parce que, bah, apparemment tu es trop lente, quoi». Et voilà, c'est des choses qu'on entend des fois mmh, et en après effet, mmh. mais je le confirme, j'étais plus lente que l'autre. La différence, c'est que moi, je livrais pas de bugs. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas mal comme argument. C'est pas mal. Alors bien sûr, j'en livrais toujours, mais la différence, c'est que j'essayais d'analyser suffisamment la situation pour que les plus évidents soient évités. Voilà.
Ça marche. Autre question, j'ai envie de te poser aussi, selon toi, c'est une question qui me semble intéressante pour les autres personnes qui vont nous écouter. À quel moment tu penses qu'on passe de junior à senior dans une carrière? Oui. Alors, c'est compliqué. Alors moi, personnellement, je vois une étape intermédiaire, c'est le confirmé. Le junior, par rapport au senior, le senior, c'est quelqu'un qui est capable de challenger une, un besoin en tout cas, à qui on dit: «Bah, là, moi, je veux un bouton pour faire ça», et il va aller se renseigner, il va aller chercher à comprendre pourquoi ils ont besoin du bouton et chercher à comprendre le besoin initial, remonter la chaîne et peut-être dire: «En fait, c'est pas un bouton que tu as besoin, mais c'est plutôt de ça». Et que ça, en fait, ça répond mieux au besoin initial parce qu'en fait, on le sait, la plupart des clients émettent une solution plutôt qu'un besoin. Mmh. Et donc la seniorité va remonter à ce niveau-là, dans la capacité à réfléchir à pourquoi et est-ce que je peux faire mieux? Sans forcément faire plus. Le junior va être quelqu'un qui va se laisser guider en comparaison. On lui demande de mettre un bouton, il va mettre un bouton. Voilà. Le confirmé est un petit peu dans la même situation. La différence, c'est qu'il arrivera à mettre le bouton plus facilement tout seul. Mais vraiment le senior, c'est celui qui va venir challenger un besoin et chercher à le comprendre, Donc réellement. il est plus orienté solution, de ce que j'entends, plus Exactement. orienté, besoin, métier, ça veut dire qu'il se place déjà un petit peu dans une étape où au final le code, c'est vraiment la dernière des étapes, et la partie en amont de discussion, challenger le besoin, tout ça, ça devient presque le plus gros Oui, de son quotidien finalement, quoi, de ah ce ouais, que j'entends, oui, de ce que tu dis, tu viens de décrire mon quotidien. OK, d'accord. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a clairement, une phase de compréhension, de challenge, de remise en question, de voir s'il y a pas d'autres manières d'y répondre, plus efficaces notamment Mmh mh. ou plus adéquates et clairement, le senior, alors je vais prendre un peu un stéréotype, mais c'est celui qui va réfléchir longtemps, ou un gros cliché pardon, c'était le mot que je cherchais, qui va réfléchir longtemps et puis avec une ligne de code, hop, Mmh. ça va changer une situation. Et c'est un peu comme ça que moi je vois mon job au quotidien. Alors, je vais essayer d'en faire un peu plus quand même. Mais, l'idée c'est de dire, ce que je fais, ça va être la réponse réelle en fait et voilà et je vais essayer d'être aussi pertinente que possible. OK, je vois. Et ça vient en mode, tout seul, tu penses, avec de l'entraînement, avec, l'expérience ou il y a un moment donné, des échecs peut-être? Des échecs, oui, c'est ça, qui Alors ça peuvent oui, il y a des ouais, qui échecs. peuvent aussi, contribuer à ça, je sais pas? Oui, alors il y en a certainement oui, clairement, des fois on se trompe et faut voilà et c'est l'erreur est formatrice, Mmh. extrêmement formatrice. On apprend tellement face à un échec. Heu, il faut, heu, il faut l'accepter, il faut chercher à comprendre pourquoi et moi c'est comme ça que je fais. J'essaye, toutes les fois où j'ai eu une fin d'expérience un peu chaotique, on va dire, chercher à comprendre ce qui l'avait déclenché Mmh. et essayer de l'intégrer et de progresser. Des fois, il y avait des vraies raisons, des bonnes raisons, des fois moins, mais essayer d'en tirer quelque chose pour améliorer la suite. Ne serait-ce qu'être moi, me retrouver dans une situation plus agréable et pas retomber dans les mêmes problèmes, avec les mêmes gens, mais voilà. Et tu as un échec en tête comme ça sur vraiment sur la pure technique, qui te parle et qui t'a aidé? Je sais pas, à grandir justement en termes de compétences? Tu en as un qui te vient en tête? Ouais, j'en ai un qui me vient en tête très rapidement, parce que ça a été un gros échec pour moi, que j'ai à une époque créé une start-up avec 2 personnes. Hem, je alors i on n'a pas réussi pour plein de raisons. Certaines sont très, plutôt orientées business du type, par exemple, une mauvaise analyse du marché, en fait. Le marché était déjà trop plein, on n'a pas réussi à trouver notre place. On pouvait pas s'insérer dedans, en fait. On C'était était quoi face à vite fait la solution? C'est quelque alors chose on cherchait il y avait une loi qui sortait à ce moment-là, qui imposait aux commerçants d'avoir un système d'avis dit vérifié. Alors, d'accord, voilà, là, tu as le nom du concurrent qui est en face, d'accord. et il fallait que ce soit uniquement des clients certifiés qui ont acheté quelque chose,
qui déposaient un avis, Ah oui. par opposition aux gros, type La Fourchette, qui recevaient des avis de robots en masse. D'accord. OK. Donc cette loi est sortie à ce moment-là. On est rentré dans le sujet en se disant: «Parfait, ça va imposer aux commerçants de prendre des solutions». Nous, on avait un petit effet mignon. Pour un avis déposé, on faisait un don à une association. Du coup, c'était le côté un peu fun de la chose. Ça permettait à une population qui ne dépensait pas forcément d'argent pour des dons, de pouvoir faire facilement des dons. Je vois, OK. Voilà, ce genre de choses. Donc on avait une idée qui était sympathique, qui nous plaisait. Heu, En fait, elle était irréalisable en termes de business parce qu'il y avait déjà des très gros en face, américains et français. Et nous, c'est là où moi j'ai fait mes mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix technique. J'ai choisi une stack, alors qui est extrêmement, en termes de qualité, cette stack est parfaite. Par contre, c'est pas forcément celle qu'il faut sortir au début d'un projet, et la nuance, elle est là. Au début du projet, j'aurais peut-être dû accepter, de faire du code beaucoup plus jetable, très rapidement, pour pouvoir aller tester, en fait, le besoin réel et le marché. Et c'était quoi comme stack, du coup? Alors moi, j'ai choisi de faire du Haskell, à l'époque. D'accord. Et Haskell, ça m'a demandé comment dire? Je me suis formée toute seule, il y a eu une courbe d'apprentissage qui a été très forte pour moi, D'accord, je et j'ai vois. perdu un temps fou là-dessus. Et tu as fait ce choix parce que c'était une stack coup de cœur ou c'était une stack, Oui, d'accord, OK. tout à fait. C'était clairement une stack coup de cœur. Elle apportait des avantages qui m'intéressaient, donc c'était un coup de cœur raisonné, mais ça restait un coup de cœur. Mes raisons étaient biaisées, on va dire. Voilà. Je vois, OK. Mais néanmoins, j'ai fait ce choix, parce qu'en fait, dans ma manière de travailler, je ne sais pas faire du code jetable rapide. Voilà, ça c'est très important. C'est pareil, c'est un des trucs que je mets, au clair très rapidement en entretien. Ma spécialité, c'est la stabilité, Ouais, je vois. et en effet, c'est ce que j'ai fait. Donc une création de société, c'est pas fait pour moi, et ça, je l'ai reconnu après, je l'ai appris. Et une petite société qui est en train de se lancer, qui est en train de se chercher, c'est un truc que j'ai appris ensuite, ce n'est pas fait pour moi. Ah bah, c'est bien d'en avoir conscience au moins de Oui, c'est ça aussi avec le temps, quoi. La seniorité, c'est pas juste, des éléments techniques, c'est aussi comprendre ce qui est fait pour soi et pas fait pour soi et savoir oui, le dire et les conscientiser, quoi. Donc ouais, c'est exactement. plutôt pas Le mal. prendre en compte pour la Mmh. suite, c'est important. Et si tu avais un je sais pas, un coup de gueule, pardon, j'ai réussi à le dire, pro à faire là, je sais pas, pour le temps qui nous reste, tu mettrais quoi sur la table? Tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Mmh, Ça serait par rapport aux femmes dans le métier de l'informatique. Bon, ça me concerne. J'ai déjà eu, plusieurs situations face à des gens sexistes, Mmh mh. des gens qui refusent d'écouter, en fait, des arguments juste parce qu'ils viennent d'une femme. Écoutez-les, en fait, tout simplement. Elles ont, un point de vue qui est potentiellement différent, heu, prenez-le, et il y a pas de raison, en fait. Une femme, c'est technique aussi, tout simplement. Elles sont capables d'apprendre la technique, il y a pas de raison. Une femme n'est pas forcément quelqu'un qui fait que du fonctionnel. Il y en a qui sont très compétents dans ce domaine-là, mais il y en a d'autres qui font de la technique et qui sont compétentes en technique, en fait. Et prenez-les, et c'est juste des êtres humains, en fait, comme tout le Toi, tu monde. l'as ressenti beaucoup ça de parce que j'ai vu un thread effectivement où tu disais, à chaque moment, et ce qui m'a le plus surpris, c'est que je me suis dit avec le temps, certainement que ça va s'atténuer et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une histoire sans fin, quoi. C'est une Donc histoire sans fin. Ouais. Alors il y a des choses qui m'arrivent moins au fil du temps, plus j'ai d'expérience, moins les gens osent. est-ce que tu crois que c'est l'expérience qui joue ou c'est le fait que tu répondes aussi et tu saches y Il y a un répondre? peu des 2. Il y a un peu des Oui. 2. D'accord. Maintenant je sais repérer, en fait, Mmh. les situations un peu limites. Je les repère plus facilement avec le temps. Mais en effet, pareil, je pense qu'il y a des gens qui osent moins aussi à cause de l'expérience. Quand j'émets une suggestion, il y a toujours parfois celui qui n'écoute pas, et en fait, il y a que quand il y a un autre homme dans la pièce qui sort la même suggestion qu'elle est prise en compte. Ça, j'ai déjà vu ça, purée. C'est insupportable. Bon, Et on fait comment tu vois, avec. tu disais, voilà, tu sais repérer, intéressant ce point, comment tu identifies un peu ces red flags aujourd'hui? Parce que je trouve que c'est quand même presque de pour moi, c'est beaucoup d'intuition, c'est tout bête, Oui. mais toi, est-ce que tu arriverais quand même à mettre sur la table, là, comme ça, des petits red flags qui, pour toi, diraient, «Faites attention», quoi? Ouais, qu'on me coupe tout le temps la parole.
Alors personnellement, j'ai toujours du mal à rentrer dans une discussion et tout, mais des fois, quand j'arrive à prendre la parole et qu'on me la coupe tout le temps, alors, c'est mon red flag, ça serait la répétition du comportement. Mmh. Quelqu'un qui se comporte une fois, c'est pas grave, ça arrive. Quelqu'un qui le fait tout le temps, mmh, c'est pas bon signe. Heu du coup, quelqu'un qui vient de me couper tout le temps la parole, il y a forcément un moment où je vais la couper, mais très agressivement en disant: «Est-ce que je peux en placer une?» Et en général, ça calme tout de suite le sujet et puis ça me permet de discuter. Mais en effet, il faut que je m'énerve dans ces cas-là et ça arrive encore, de temps en temps, hein, assez En fait, c'est régulièrement. ça, il faut qu'on soit énervé pour être Oui, entendu, c'est ça qui est quand même ouais, assez sacrément dommage, en fait. Et en c'est un truc entretien pardon, tu disais? bah, j'allais dire, c'est un truc qu'on m'a dit un jour: «Les femmes développeuses, vous avez tout un sale caractère». Bah oui, on est obligé de s'exprimer en fait et potentiellement plus fort. Mais tant mieux, en fait. Oui, Ça c'est bon pour la santé mentale d'avoir un sale caractère, hein. Ça a été prouvé, hein, les gens ils vivent mieux en râlant, hein. Mais non, mais c'est marrant parce qu'au final, c'est vrai qu'on dénonce des comportements qui viennent à la longueur, normale. Je veux dire toute personne normalement constituée, qui recevrait à longueur de journée, des remarques, des remises en question de la légitimité, je me demande si, elle elle serait pas s'énerve. énervée à la fin, en fait, quoi. Elle va s'énerver elle aussi. Bah, ouais, c'est ça, en fait et donc en entretien, c'est là pour le coup, c'est dans le cadre du job, où tu arrives à avoir la répétition. Mais en entretien, quand tu es avec, un recruteur ou une recruteuse, tu arrives à cerner ça? Le Alors sentiment? toujours, sur le même point, heu, je vais regarder à quel point le recruteur ou la recruteuse m'écoute et prend en compte ce que je viens de dire. Quelqu'un, par exemple, moi j'ai un profil qui est assez riche, notamment sur LinkedIn. Si le recruteur ou la recruteuse me contacte et tombe déjà à côté de la plaque à ce moment-là, bon, c'est même pas la peine d'avancer parce que je sais que la suite va être compliquée, dès le début, en fait. Ensuite, en discutant, il y a des moments où, je vais exprimer certains besoins, certains typiquement, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas une société en construction, c'est une société qui est en stabilisation. Heu, Combien il y a de femmes dans les équipes? Ce genre de questions que je vais aller poser très rapidement et suivant la manière dont la personne en face tient compte de mes questions, essaye d'y répondre, je vais savoir si c'est une bonne idée ou pas. Déjà, c'est un premier. Alors en tant que femme, en effet, je vérifie qu'il y a des femmes dans les équipes de dev. Être la première, c'est extrêmement difficile. Et du coup, c'est en général elle qui essuie tous les plâtres, heu, Mmh. qui au final éduque les autres autour, pour parler un peu Ouais, je vois ce que tu agressivement. veux dire, c'est pas Du coup, malheureusement, c'est pour elle qu'il faut ouvrir les portes. Mais une fois qu'une porte a été ouverte, les autres peuvent rentrer plus facilement derrière, en fait. La situation est souvent plus agréable. Donc ça, pour moi, typiquement, une équipe où il y a pas de femmes, c'est un gros red flag. ça mine de rien, il y en a énormément. C'est Oh moi, je oui, fais des immersions, je suis alors, la proportion homme-femme. Alors côté métier, je suis: «Non mais dans l'équipe technique les gars, j'ai les métiers, je veux pas savoir» et c'est vrai que des fois on me dit: «Ah bah, je suis désolée, ouais, on a personne quoi» et c'est vrai que je leur dis: «Mais au-delà d'avoir personne, vous faites quoi pour qu'il y en ait plus quoi?» C'est entre guillemets, c'est pas toujours entre, comment, un un problème, qu'il y ait effectivement cette pénurie, mais c'est plus est-ce que vous faites en sorte qu'elle cesse quoi, la pénurie? oui. C'est plus, les actions derrière, tu vois? Plus que les mots et des fois, c'est vrai que tu sens que c'est pas le sujet prioritaire, quoi, c'est voilà, c'est bon, on essaye quoi, mais tu sens qu'on essaye, c'est voilà, on voit s'il y a des CV qui rentrent, sauf que bon, je pense qu'il faut faire des actions un petit peu plus, Oui. actives quoi, tu vois? Que ça en fait, mais bon, je comprends l'idée. En tout cas, c'est intéressant ton point de vue. Dernier message que tu veux, je sais pas, adresser, justement, que ça soit aux femmes dans la tech, aux personnes qui débutent, aux personnes comme toi qui sont managers, mentors, je sais pas à qui tu veux adresser le dernier message, mais tu veux dire quoi et à qui? Oser, tout simplement. En fait, je crois qu'il y a eu des stats qui ont démontré notamment que sur les réponses en entretien, tu dois le savoir mieux que moi, mais que les femmes, Mmh, attendent d'avoir toutes les compétences, par exemple, tout à avant fait. de répondre, alors qu'un homme, va en général se contenter d'en avoir une partie. Heu, Déjà, bah, oser tout simplement et c'est vrai dans plein de choses. En général, on n'ose pas parce qu'on ne se sent pas légitime, mais essayez. Vous verrez si vous êtes légitime, en fait. Si vous Mmh, essayez pas, comme on dit: 100 des gagnants ont gratté.
Mmh Il mh. faut gratter pour essayer de gagner, en fait. Donc oser. Et c'est pareil dans les conférences, proposer des sujets. Au pire, ils sauront refuser, c'est pas grave. C'est tout à fait vrai et je le remarque aussi même dans le cadre du job, en fait. Des Oui, personnes qui refusent des postes de responsabilité ou même, d'intervenir pour prendre des sujets, par exemple des features, de nouveaux trucs. Une femme, elle me disait une fois: «Bah non, mais moi tant que je sais pas maîtriser mon périmètre déjà qu'on me demande, je vais pas aller chercher de nouveaux trucs» et l'autre, en face, c'était un homme, bah lui, il y allait, en fait et c'est lui qui finalement a été gardé à la fin de sa période d'essai, je me rappelle et pas elle ouais. et là, je me suis dit: «Punaise», c'est en fait, c'est parce que c'était un comportement pour assurer en disant: «Bah, d'abord je veux maîtriser avant Mmh. d'aller plus loin» et en fait ça a été un ça l'a desservi quoi, donc c'est quand même, ce que tu dis oui, oui, c'est ça a clairement du sens, quoi. Des fois, il faut se mettre en zone d'inconfort. C'est ça. Voilà. Pas trop violemment non plus, Mmh. mais de manière raisonnée et réfléchie, ça peut être une bonne chose, oui. Donc Ah oser. super Céline. Vraiment génial pour cet échange. Moi, j'ai adoré. En tout cas, j'ai appris plein, plein de choses. Donc, bah, je sais pas si aussi n'hésite pas à me dire s'il y a si je le mets toujours en fin de vidéo, mais voilà, si tu as des recrutements, des personnes que tu recherches, n'hésite pas à le dire aussi, quoi. On peut le mettre en fin de commentaire de vidéo, tout ça, il y a aucun souci et si tu as d'autres personnes aussi à me recommander pour, faire ce type d'interview, avec grand, grand plaisir. Moi, j'aime bien diversifier hommes, femmes, profils très, très différents. Et encore vraiment merci, pour cet échange. Merci de m'avoir demandé. Super. Allez, bonne journée! Bonne journée.